Alors, bonjour à tous et à toutes. Au deuxième atelier dans le cadre du Symposium national en petite enfance, dont je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, mon nom c'est Suzanne Saunier et je serai votre modératrice aujourd'hui pour la session. Je suis présentement la directrice générale du Centre d'appui à la petite enfance en Nouvelle-Écosse. Et puis, je pense que tout le monde est là. Je vois qu'on est à peu près à 65, 67. Les numéros continuent à augmenter. Donc, on a un assez gros groupe qui vient, je pense, un petit peu partout de tous les coins du pays. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Pendant les prochaines 45 minutes, nos panélistes vont nous partager leurs connaissances sur les pratiques en place pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la petite enfance de façon à favoriser la rétention. Bien entendu, ici, on parle de la balance entre la famille et le travail, les avantages sociaux, la rémunération et des appuis qui sont disponibles aux employeurs qui souhaitent améliorer les conditions de travail pour leurs employés. Donc, le titre aujourd'hui de notre atelier, c'est « Valoriser la profession en améliorant les conditions de travail ». Et c'est sans doute un sujet que je pense qui intéresse beaucoup. C'est un sujet vraiment de grande importance dans le secteur, surtout ces jours-ci. Et je pense qu'on peut tous être d'accord que la reconnaissance de la profession des éducateurs et des éducatrices à sa juste valeur se démontre avec des conditions de travail satisfaisantes, alors, vraiment des bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos trois panélistes qui sont avec nous. Je vais vous présenter premièrement Marie-André Asselin, qui est directrice générale de la Fédération des parents de la Colombie-Britannique. Bonjour Marie-André. Bonjour. Je vous présente aussi M. Patrice Gauthier, qui est le directeur d'Econo Co-op. Bonjour Patrice. Bonjour Suzanne. Bonjour. Et Véronique Emery, qui est directrice sortante de la Boîte à Soleil dans la région du Niagara en Ontario. Et elle est aussi coordinatrice des services partagés de l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario. Donc, bonjour Véronique. Bonjour Suzanne, bonjour tout le monde. Bonjour. Avant de commencer avec la série de questions de nos panélistes, je vais préciser qu'il y aurait une période de questions juste à la fin pour les gens qui sont à l'écran avec nous, à peu près une dizaine de minutes qu'on pourra regarder aux questions qui ont été posées pendant la session. Ils vont écrire leurs questions dans le clavardage et on aura à peu près 10 minutes à revoir certaines des questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les questions. Je vais poser la première question à Marie-André et on va essayer d'un petit peu faire le suivi. Marie-André, t'es la chanceuse de commencer avec nous. On va poser la question, on va vous demander de prendre à peu près 1 minute à répondre à la question à tour de rôle et là, on passera à la deuxième question. La première question qu'on voudra discuter, c'est les conditions de travail lorsqu'on parle de la valorisation de la profession de l'éducateur ou de l'éducatrice. Pourquoi est-ce qu'on abordera cette question-là? Marie-André, je te donne la parole. Oui, merci beaucoup, Suzanne. C'est une bonne question. Si on veut traiter le personnel qui travaille dans nos garderies comme des professionnels du continuum en éducation, on se doit, en tant qu'employeur, de pouvoir leur fournir des meilleures conditions de travail pour pouvoir vraiment les valoriser dans leur travail puis qu'ils continuent avec nous. Puis qu'on puisse recruter aussi d'autres éducatrices, éducateurs qui vont venir travailler dans nos garderies parce que c'est un grand besoin qu'on a un petit peu partout dans nos provinces et nos territoires. Donc, pour vraiment pouvoir professionnaliser les carrières des professionnels qui travaillent dans nos garderies, c'est vraiment important de miser sur les conditions de travail. Merci Marie-André. On va poursuivre avec Patrice qui va nous donner ses petits commentaires à ce sujet-là. Merci beaucoup. Bon point qu'on apporte ici là, par rapport à toute la valorisation de la profession. Première des choses, les éducatrices, en ce moment, puis même dans le passé,
ils réalisent un travail qui est juste colossal, vraiment pour nos enfants, nos familles. Puis ça, il faut le reconnaître aussi. Puis il y a plusieurs façons qu'on peut le reconnaître. Moi, je vais l'aborder un peu plus de la façon, de la structure, de la façon qu'elle est faite. C'est qu'avant, les ententes provinciales et territoriales du gouvernement fédéral, les gestionnaires des centres éducatifs, ils pouvaient avoir un contrôle sur le prix, ils pouvaient avoir un contrôle aussi également sur les salaires. Maintenant, avec les nouvelles ententes, avoir le contrôle sur les salaires, ça devient beaucoup plus dur, puis aussi sur le prix d'inscription devient plus dur. Donc, à ce moment-là, quand on veut apporter des conditions, c'est important de pouvoir bien comprendre comment est-ce que le secteur est en train d'évoluer via l'injection du gouvernement fédéral en ce moment. Donc, si on veut vraiment être compétitif au niveau des centres éducatifs, on n'a pas le choix. Il faut absolument aller du côté des avantages, puis il faut travailler ensemble par rapport à ça. Donc, quand on parle de régime d'assurance collective, régime retraite, améliorer la qualité de vie aussi de ces éducatrices-là pour que ce ne soit pas juste un emploi, mais que ça devienne vraiment une carrière, leur permettre de sauver du temps administratif aussi pour qu'ils puissent récupérer, pour faire vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est d'investir du temps auprès de nos enfants, auprès de nos familles. Excellent. Merci beaucoup, Patrice. Et Véronique, je vais te demander que tu commentes sur ces points-là. Je fais un wrap-up de tout ça. Donc, d'abord, évidemment, je confirme l'amélioration, la valorisation de la profession. Ça passe par l'amélioration des conditions de travail, ça passe par le salaire, les avantages sociaux, des plans de retraite, tout ce qui peut assurer une sécurité financière, puis une sécurité pour la famille. C'est reconnaître aussi l'importance du rôle des éducatrices et des éducateurs dans la vie de l'enfant puis dans le continuum en éducation. C'est Marie-André l'a bien mentionné. Ça nous permet aussi d'assurer une plus grande stabilité du personnel à long terme parce que ça, qui dit conditions de travail, qui dit valorisation, qui dit salaire décent, dit aussi rétention du personnel, puis ça évite une certaine pénurie, mais aussi un certain roulement du personnel qui est épuisant autant pour les enfants parce que c'est beaucoup plus dur pour les enfants au niveau de leur routine. Donc, important pour les enfants, important pour les familles et important pour le personnel de pouvoir compter sur des collègues avec qui ils travaillent sur une base quotidienne. Ce que je voulais amener aussi ici, c'est que les ressources humaines, c'est notre ressource la plus précieuse. Donc, évidemment, ça passe par des conditions de travail salariales qui sont acceptables, mais valoriser la profession et des conditions de travail agréables pour le personnel. Je trouve que le marché de l'emploi, il y a quand même beaucoup évolué. Puis les employés, ils ne sont plus là uniquement pour donner du temps et leurs compétences en échange d'un salaire. Ils sont là aussi pour être considérés, pour faire une différence. Ils veulent contribuer à quelque chose de plus grand, contribuer aux futures générations. Donc, ce qu'on avait dans le passé comme l'affichage de l'employé du mois, c'est plus des choses qui sont nécessairement suffisantes aujourd'hui. Ils ont besoin d'être partie prenante de l'organisation des décisions. Donc, il y a toute une extension de leur identité au travail où ils ont besoin de se sentir entendus pour être motivés, engagés, valorisés. Donc, quand on parle de conditions de travail, pour moi, c'est oui, déjà un salaire décent qui reconnaît l'importance du rôle, mais aussi des conditions de travail au quotidien où l'employé est partie prenante de l'organisation, est entendu. Et c'est toute son identité, ce n'est pas juste des compétences qu'il apporte, mais c'est aussi ses intérêts, ses talents, et il est comme une personne entière qui contribue à l'organisation au-delà de seulement donner son temps pour prendre soin des enfants. Merci beaucoup. Excellent échange déjà. Première question, je pense pas qu'il y a manque d'informations. On va poursuivre à la deuxième question. Puis moi, je vais demander à Patrice de commencer cette fois-ci. Je vais sauter avec Marie-André qui a commencé, mais alors on va s'en aller avec Patrice. Donc, la deuxième question, c'est pourrais-tu nous donner un ou certains exemples de bonnes pratiques pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la petite enfance? Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une couple d'exemples ou En tout cas, je vais te laisser la parole à celle-là. On va vous donner un petit peu plus de temps pour répondre à cette question-là. Merci. Tu as vu comment on est discipliné sur le temps? On est bon, hein? C'est bien. Donc, première des choses, je fais le lien sur l'engagement. L'engagement, c'est super important. Il faut vraiment que, justement, nos éducatrices puissent avoir le sentiment d'appartenance envers le centre dans lequel ils travaillent, envers les enfants.
envers l'équipe aussi qu'ils ont. Donc ça, le point de l'engagement, je tiens vraiment à faire un lien là, par rapport à ça. C'est le point central sur lequel on va travailler. De la perspective d'EconoCoop, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu la chance d'avoir quand même des bonnes pratiques d'un peu partout au pays, donc dans différentes provinces. Donc, une des bonnes pratiques qu'on a mis de l'avant, c'est vraiment le regroupement d'achats. Juste avec un centre éducatif, c'est très dur d'avoir un volume d'achats, donc avoir un bon numéro pour pouvoir avoir une voie économique très forte. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'en regroupant plusieurs services de garde, on augmente, dans le fond, notre capacité d'achat et ça nous permet d'avoir des rabais, donc de réduire les factures, entre autres de nourriture. On sait en ce moment là, qu'il y a un très haut taux d'inflation de ce côté-là. Mais du côté de la facture de nourriture, on peut la réduire par la force collective. Le matériel éducatif, aller chercher des rabais, des produits nettoyants, du matériel de bureau, les coûts téléphoniques aussi, c'est toutes des choses sur lesquelles on a tous en commun, sur lesquelles on peut travailler ensemble. Donc, on a développé, dans le fond, ce service-là pour pouvoir réussir à réduire les coûts opérationnels. L'autre chose qui est important aussi, c'est de réussir pour que les gestionnaires puissent offrir, dans le fond, et investir par rapport du côté économique. Donc, du côté économique, c'est d'apporter aussi des avantages à notre personnel quand on parle d'avoir le régime retraite. Le régime retraite, normalement, là, il faut quand même à peu près 1 500 à 2 000 employés pour avoir accès à ça et de pouvoir l'offrir à des petits centres éducatifs, même quand on parle du milieu familial et aussi aux plus grands. Donc, ça peut faciliter justement cette valorisation-là, cette rétention-là du personnel. L'autre chose, c'est vraiment d'essayer de faciliter le travail des éducatrices. Donc, en intégrant des technologies, on s'en vient avec Storypark pour le côté éducatif, meilleure communication avec le parent, faciliter le travail des éducatrices pour qu'ils puissent souffler aussi un petit peu par rapport à leur travail. L'autre point aussi, c'est qu'il y a quand même tout le personnel de soutien qui est très important aussi également. Si on perd une cuisinière, les frais automatiquement vont monter. On est obligé d'aller chercher, dans le fond, l'expertise à l'extérieur du service de garde, donc les frais augmentent. Donc là, maintenant, avec Cisco, l'épicerie coûte moins cher. Ça réduit aussi le temps de la commande parce que vous avez, mettons, la cuisinière a 4 semaines, elle peut inscrire, dans le fond, sa commande sur 4 semaines et à toutes les fois répéter tout ça. Elle peut faire des petits ajustements, mais sauver du temps et recevoir aussi sa commande directement à la porte. Le roulement du personnel coûte extrêmement cher d'un point de vue social. On l'a vu, on a visité plusieurs services de garde partout au pays. L'enfant a besoin d'avoir un visage familier. Quand l'enfant a un roulement de personnel qui est vraiment élevé pour l'enfant, c'est très, très, très déstabilisant. Et puis, d'un point de vue gestionnaire, d'un point de vue économique, le roulement de personnel coûte très cher, coûte beaucoup de sous du point de vue de la formation. Merci. Tu as resté vraiment dans le temps qu'on se permet. Merci beaucoup, Patrice. On va passer. 3 minutes et demie. Oui, je viens. On va passer à Véronique qui voudrait peut-être ajouter à cette question. Je vais essayer d'être aussi efficace. Oui, puisque Patrice a été sur l'aile économique, je vais aller plus sur l'aile sociale. Bonne pratique pour améliorer les conditions de travail. Là, je vais utiliser mes 10 ans d'expérience comme directrice générale de service de garde au Niagara. Une bonne pratique, là, c'est vraiment des pratiques qu'on a utilisées, nous, dans nos services. Donc, j'y vais vraiment avec ma liste de pratiques que je voulais partager aujourd'hui. Commencer par faire on focus beaucoup sur ce qu'on appelle les exit interviews. On veut savoir pourquoi les employés s'en vont. Là, on a changé un petit peu, on fait des staying interviews, donc vraiment rencontrer les employés dans les centres, puis explorer pourquoi les employés restent pour générer des pistes d'action, pour augmenter le moral et la rétention. Donc, aller vraiment regarder ce qu'on fait bien et renforcer ce qu'on fait bien. Parce que souvent, on sait pourquoi les gens partent, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui motive les autres à rester. Au niveau de l'accueil et de l'orientation des nouveaux employés, on a parlé de rétention, on a parlé d'une stabilité des employés pour les enfants, donc vraiment des systèmes de mentorat, de shadowing. C'est le nerf de la guerre d'avoir un personnel stable et compétent pour travailler auprès des enfants. Donc vraiment investir là, dans la formation. Il y a de plus en plus d'employés qui commencent dans les centres avec aucune expérience ou aucune formation. Ça, c'est notre réalité. On est en pleine pénurie. Quand on est chanceux pour trouver quelqu'un pour travailler dans le centre, on le prend.
et ensuite, on doit le former, donc vraiment de développer des systèmes pour la formation puis l'entraînement des nouvelles employés. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est une augmentation des enfants avec les besoins particuliers. Donc, vraiment d'avoir de l'accompagnement, d'avoir des personnes dédiées pour faire le soutien pédagogique puis le soutien pour les techniques là, de gestion des comportements ou de travail avec les enfants qui ont plus de besoins dans les salles. Beaucoup la reconnaissance en termes de conditions de travail, on en a parlé, l'engagement, la motivation, ça passe par la reconnaissance. Oui, la reconnaissance de leur profession, mais aussi la reconnaissance des petites choses au quotidien. Puis on entend souvent les employés dire, ben oui, vous avez un plan de reconnaissance, l'organisme, mais moi, je voudrais être reconnue dans les petites choses de mon quotidien, pas juste avec des grandes choses. Donc, que ce soit la reconnaissance par les parents. Dans l'atelier précédent, je pense que quelqu'un avait mentionné les boîtes d'appréciation ou les murs d'appréciation pour les parents pour laisser des notes. On a organisé, nous, un concours éducatrice en or pour vraiment souligner, là, c'est les parents et les enfants qui votent pour leur éducatrice préférée. Mais aussi des choses dans les centres d'employés à employés, donc vraiment une reconnaissance de collègue à collègue. Elles travaillent ensemble, elles se voient au quotidien faire ces petites choses qui font la différence. Donc, vraiment d'avoir des systèmes de reconnaissance là, entre collègues. Toutes les pratiques qui sont inspirées des écoles. Alors, ça, c'est des pratiques qu'on aimerait mettre en place. On n'est pas du tout rendu là. Mais les journées pédagogiques, pourquoi seulement des journées pédagogiques les samedis? Parce que les éducatrices doivent être au travail du lundi au vendredi pour fournir un service aux parents. Donc, des journées pédagogiques sur leur heure de travail pour le développement professionnel, puis développer le travail d'équipe, aussi des heures réduites pour la planification, la documentation pédagogique. Comment est-ce qu'on peut trouver un système pour que les employés puissent avoir du temps pour travailler sur leur planification? On entend beaucoup des employés qu'ils ont besoin de temps pour offrir un service de qualité. Rapidement, il m'en reste 2 ou 3. Bâtir le leadership des superviseurs. Je prendrai moins de temps sur la question 3 et 4. Je prends plus sur les pratiques gagnantes. Ça va très bien. Mais vraiment, le leadership des superviseurs, ça, c'est un des gros projets de la FCO. On est en train de développer un parcours qui s'appelle le parcours gestionnaire, vraiment pour donner des outils de communication, des outils de gestion. Ce qu'on voit, c'est que nos superviseurs sont des éducatrices qui ont été à l'école pour travailler auprès de jeunes enfants. On les met dans des situations de supervision où elles supervisent des équipes d'adultes. Donc, développer une pensée stratégique, une pensée multidimensionnelle. Puis vraiment, ce qu'on voit beaucoup, ce qu'on entend, c'est que nos superviseurs aujourd'hui, elles sont épuisées, elles sont dépassées par la pénurie de personnel, par les conditions de travail. Et elles-mêmes ne se sentent pas valorisées. Donc, comment on peut demander à quelqu'un qui ne se sent pas valorisé, ensuite de valoriser son équipe? Puis tout ça, ça passe aussi par l'organisme, prendre soin des irritants dans l'environnement de travail, reconnaître les irritants. Puis je termine la boucle. C'est de consulter les employés, donc de vraiment de les entendre, de faire des sondages régulièrement. Quels sont vos irritants au quotidien? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous démotive? Et travailler ensemble et que les employés fassent partie des solutions qui soient consultées sur une base régulière. Merci beaucoup. Beaucoup de pensées dans ces quelques 5 minutes à peu près là. Je vais passer la parole à Marie-André qui pourra nous ajouter sur ce qu'on vient d'entendre. Oui, c'est ça. Donc, outre toutes les assurances collectives, médicales, dentaires et tout ça, les salaires, c'est sûr que c'est des congés maladie ou de santé mentale. C'est toutes des méthodes qu'on peut utiliser pour améliorer les conditions de travail. Mais il y en a Oups, Marie-André, on ne t'entend plus, je pense. Attendez. Oui, non, on n'entend plus Marie-André. Attendez, on va voir si on peut trouver. Suzanne, est-ce que tu veux que j'enchaîne sur la prochaine question pendant que vous essayez de résoudre le problème?
Oui, je vais juste, si je pourrais avoir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de... Oh, Marie-André? Ça ne marche pas. Non, je pensais que ça allait marcher, mais... Là, Véronique, elle va se négocier du temps. Là. Non. Ouais. Je me demandais juste s'il y a quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui est en train de s'apercevoir, l'équipe technique, le son n'est plus là? Ou c'est nous qui doit... Faut que je vérifie mes notes. Je pense qu'ils lui ont demandé, Suzanne, de se débrancher, de se reconnecter. Oh, OK. Est-ce qu'on va attendre quelques minutes? On va juste voir si elle va se reconnecter. Oh, je pense qu'elle est en train de se connecter. Bonjour, je suis revenue. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui, ouais. On ne te voit pas, mais on t'entend. Là, on te voit. C'est bon. Oui, donc, oui, tu peux continuer. D'accord, donc je poursuis. Donc, il y a plusieurs choses que je disais, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas nécessairement à l'employeur. Par exemple, d'avoir un guide du personnel, des contrats de travail, des pratiques équitables en tant qu'employeur. Ça, c'est très important pour pouvoir assurer là, que le personnel qui travaille dans nos centres soit bien de travailler avec nous. Il y a toute la question aussi d'adapter, en fait. Il n'y a pas de... ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique, là. Il n'y a pas de recette magique. Il faut vraiment adapter en fonction de l'évolution de la carrière de notre personnel, puis des personnalités aussi des éducatrices et éducateurs avec lesquels on travaille. Certaines, par exemple, vont vraiment vouloir aller plus dans le leadership de l'équipe. Donc, d'aller vraiment avec les sources de motivation là, des gens. Si c'est une personne qui commence, qui est toute nouvelle, qui a moins de formation, donc probablement qu'un appui de façon plus régulière sur le terrain du développement professionnel va être probablement des bonnes pratiques là, à mettre en place pour s'assurer que la personne se sente bien accueillie dans le centre, se sente confortable dans le travail aussi, puis performant dans le travail. Donc, je pense qu'il faut vraiment adapter nos pratiques gagnantes là, en fonction de l'évolution du personnel. Si ça fait quand même plusieurs années que la personne est dans le centre avec nous, peut-être de l'impliquer au niveau de la décisionnelle. Où est-ce qu'on s'en va avec la garderie? Où est-ce qu'on veut aller de façon stratégique là, pour les prochaines années, au niveau pédagogique aussi, de vraiment intégrer là, la personne dans les décisions. Et puis, ce qu'on voit beaucoup dans nos petits centres, parce qu'en Colombie-Britannique, il y a beaucoup de petits centres où il y a 1 ou 2 éducatrices dans la garderie, c'est vraiment de réseauter les centres ensemble, de faire des moments de rencontre où tous les centres se réunissent. On a eu justement en Colombie-Britannique une rencontre en fin de semaine. On a invité tout le personnel de tous les centres à venir pour une journée de formation, mais aussi pour vraiment construire l'équipe, qu'elles ne se sentent pas isolées lorsqu'elles travaillent dans leur centre de façon quotidienne. Donc, de vraiment pouvoir utiliser aussi tous les moyens de communication qu'on peut avoir pour s'échanger des bonnes pratiques, s'échanger des bonnes idées, pour éviter là, que l'éducatrice ou l'éducateur se sente seul dans son centre, qu'il y a un sentiment d'appartenance. Je pense que ça a été mentionné avant. Donc, ça, je pense que c'est très, très important aussi. Merci, Marie-André. C'est certain que tout l'aspect de réseautage et le sentiment d'isolation, là, quand on est dans des petites régions rurales, qu'il y a juste 1 ou 2 centres, c'est vraiment bien que les éducatrices puissent se revoir de temps en temps et pouvoir partager. On va passer à la 3e question. Puis là, je vais demander à Véronique de commencer. On a parlé beaucoup des dernières questions. On parle de
qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail du membre, du personnel, mais je suis certaine qu'il y a quand même des enjeux, il y a des défis pour les employeurs. Est-ce qu'on peut commenter un petit peu sur qu'est-ce que vous pensez qui sont les enjeux ou les défis principaux pour les employeurs qui voudraient améliorer les conditions de travail de leur personnel? Puis, dans une deuxième question, avec cette question ici, on pourrait peut-être commenter aussi sur quels sont les appuis qui seront à la disposition des employeurs. Donc, je passe la parole à Véronique. Puis là, j'ai promis que j'allais faire plus court, donc je vais synthétiser ma réponse pour donner plus de temps aux autres. Je pense que Patrice l'a mentionné avec les nouveaux accords pan-canadiens, il y a une certaine perte de contrôle sur les revenus. Puisque les frais des parents sont limités et il y a vraiment une réglementation très stricte sur comment on peut dépenser, justement, puisque c'est le gouvernement qui compense la perte de revenus puis qui subventionne, mais c'est très rigide puis c'est très réglementé. Donc, un gros défi au niveau de la libre utilisation des revenus. Avant, c'était les revenus des parents, puis les organismes avaient une certaine indépendance financière pour utiliser leur argent selon leurs besoins, parce que chaque organisation a des besoins qui sont un peu différents. Là, on se retrouve vraiment avec quelque chose de beaucoup plus rigide. Donc, vraiment, un défi là, du gouvernement à entendre que des réalités sont différentes d'un bout à l'autre des provinces. Un secteur qui est très réglementé aussi, oui, au niveau du financement, mais aussi au niveau de la reconnaissance des diplômes. Donc, beaucoup d'enjeux parce qu'on parle de valorisation. Il y a tout un atelier là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dedans, là, mais de vraiment reconnaître les diplômes des personnes formées à l'étranger ou formées dans d'autres provinces. D'une province à l'autre, on ne reconnaît même pas le diplôme. Donc, vraiment, un manque de souplesse au niveau de la reconnaissance des formations. Au niveau de ce qui est possible en termes d'appui, Marie-André l'a mentionné, puis vraiment le réseautage. Réseautage, ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien et qui peut être extrêmement puissant. Donc, de créer des groupes. Je sais que pendant COVID, on avait le support au niveau de la clé puis au niveau de la FO en Ontario pour avoir des communautés d'apprentissage professionnel, autant au niveau des éducatrices que des superviseurs, mais aussi au niveau des directions de garderie puis des gestionnaires. Il y avait des groupes marketing, des groupes finances, des groupes ressources humaines. Donc, vraiment réseauter le plus possible pour aller chercher ces idées, s'inspirer d'autres secteurs aussi, parce qu'on parle toujours petite enfance, mais s'inspirer des pratiques dans d'autres secteurs. Puis peut-être pour conclure, un outil qui est en développement au niveau de la FCO, c'est le tableau de bord. C'est un outil d'exploration et d'aiguillage qui va vraiment permettre de donner un état des lieux aux organisations pour voir où s'en va l'organisme en termes de recrutement, de rétention, de valorisation et de climat de travail. Ce sont les 4 aspects qui permettront d'être évalués d'une façon assez rapide. Pourquoi il est encore en cours? C'est que le but, c'est de ne pas alourdir la tâche administrative et d'être capable d'avoir comme une photo assez rapide pour donner vraiment des pistes d'amélioration aux employés. Oh, pardon, aux gestionnaires, pas aux employés, mais les employés font partie de la réponse, mais... Oui, bien entendu. Merci beaucoup. On va passer à Patrice qui va nous donner ses commentaires sur cette 3e question. Merci. Je veux juste faire du pouce justement sur les bonnes pratiques aussi des autres secteurs. Souvent, on a le réflexe de pouvoir se regarder nous et il faut le faire parce que à travailler avec l'ensemble des provinces, on voit qu'il y a vraiment des bonnes pratiques partout. Et puis l'autre chose, c'est le climat de travail. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé que Véronique le mentionne parce que souvent, c'est pas juste le salaire qui fait que le personnel va rester, c'est vraiment un climat de travail, c'est un travail d'équipe. Donc, au niveau des enjeux, nous, ce qu'on observe, c'est vraiment, il y a 4 grands enjeux. Donc, on en parle de manière plus approfondie. Professionnalisation, valorisation du personnel, les espaces, je veux en parler rapidement, la gouvernance, les opérations. Donc, c'est les 4 grandes lignes, là, les 4 grands enjeux, défis sur lesquels vraiment on se penche au quotidien. Donc, juste pour votre information, c'est quand on parle justement d'aller chercher des bonnes pratiques dans d'autres secteurs, est-ce que vous savez qu'actuellement, le recrutement des médecins, là, c'est une priorité numéro 1 pour l'ensemble des gouvernements partout au Canada? Et puis, quand
il signe un médecin dans les régions, on ne parle pas de 500 $, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars juste pour la signature, on ne parle même pas de salaire. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi dans d'autres secteurs, comment est-ce qu'ils font l'attraction du personnel. L'autre chose, c'est est-ce que collectivement, on peut se développer des incitatifs pour garder notre personnel? Je pense que oui, puis on a besoin d'être créatif. Martine en parlait plus tôt, qu'il ne faut pas avoir peur d'innover, de sortir des sentiers battus, puis ça, je pense que c'est très important. L'autre chose, c'est de voir aussi est-ce qu'on a toute l'information nécessaire pour donner, dans le fond, une bonne qualité de travail à nos éducatrices. Et pour ça, à mon avis, ça passe vraiment aussi par la communication à l'interne par rapport à votre gestionnaire, au niveau du conseil d'administration et surtout aussi avec l'extérieur, les parents, la communauté. Donc, l'autre point, c'est les espaces. Les espaces, comme vous le savez, puis j'en ai visité plusieurs, il y a des espaces qui sont très belles. Il y a d'autres espaces que je vais dire ça comme ça, ils ont vraiment besoin de beaucoup d'amour. Donc, on parle d'amélioration locative. Les contrats de location aussi, souvent, ne sécurisent pas bien le service à court, moyen et long terme. Donc, la réglementation des espaces, c'est très complexe. Et quand que souvent, le service de garde se fait sortir des écoles, parce que malheureusement, ça l'arrive, et qui arrive dans le marché commercial, est-ce qu'on est bien outillé pour bien calculer le pied carré, le coût ou le mètre carré dans la région où on est? Est-ce qu'on va être rentable pareil? Donc ça, on se bute souvent à ces enjeux-là. Au niveau de la gouvernance, est-ce qu'elle reçoit toute l'information nécessaire pour prendre les meilleures décisions? Un exemple très concret, on a accompagné un conseil d'administration et eux autres, il y avait vraiment du personnel d'éducatrices qui était syndiqué. Imaginez les pauvres parents qui n'avaient aucune connaissance, qui devaient négocier une convention collective. Il faut vraiment un certain degré d'expertise par rapport à ça et ce n'est pas à donner à tout le monde dans son corps de métier d'avoir ces connaissances-là. Donc, à ce moment-là, le conseil d'administration se trouve un peu démuni. Au niveau des opérations, comment est-ce qu'on peut améliorer aussi les connaissances financières? Comment est-ce qu'on peut améliorer la formation des gestionnaires, la formation des éducatrices aussi, et puis qu'on puisse vraiment, à un moment donné, au niveau des gestionnaires, la grande question qui se posait, c'est à quel moment que je peux embaucher une autre éducatrice en fonction de mes ratios. Donc, comment est-ce qu'on fait pour établir ça? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des pistes de solutions? Donc, là, je vais l'énumérer dans la prochaine question, mais les 4 grands défis sur lesquels on se penche sont vraiment le personnel, les espaces, la gouvernance et les opérations. Merci beaucoup, Patrice. Avant qu'on passe à la dernière question pour nos panélistes, je voulais juste rappeler, il y a à peu près une centaine de participants qui nous écoutent. Donc, juste un petit rappel, si vous avez des questions que vous voulez vous inscrire dans le clavardage, vous pouvez commencer à faire cela maintenant. Puis, on va passer à la dernière question. Je vais demander à Marie-André de commencer avec la réponse. La dernière question pour les panélistes, et on va vous donner à peu près 3-5 minutes là, chacune de parler à cet effet-ci. Donc, quels sont les éléments à considérer dans les stratégies de rotation du personnel? Puis, quelles sont les particularités par région ou par type d'établissement à prendre compte? Donc, une petite réflexion là, mais si Marie-André, tu voudrais commencer la discussion. Oui, donc oui, c'est sûr que le type d'établissement puis la région aussi est important, comme par exemple, on ne va pas accompagner nécessairement le personnel dans une petite garderie de la même façon que ceux dans une grande garderie qui est dans un milieu urbain, par exemple. L'autre chose, une particularité, puis ça répond un petit peu à la question numéro 3 aussi, là, en Colombie-Britannique, le gouvernement provincial offre 4 $, une subvention là, de 4 $ par heure pour les éducatrices qui sont certifiées. Donc, ça, c'est vraiment des choses, ça augmente le salaire à ce moment-là des éducatrices. C'est vraiment quelque chose qui vient bonifier tout ce que l'employeur en tant que tel peut donner aussi comme conditions de travail. Donc, c'est une reconnaissance, dans le fond, ce que ça fait comme sur le plan, je dirais, politique ou même social, c'est de reconnaître la profession d'éducatrice à sa juste valeur. De vraiment, parce que un des enjeux, c'est qu'au niveau des garderies, souvent l'employeur n'a pas nécessairement beaucoup de financement. Le financement pour les garderies est payé souvent avec les frais des familles. Donc, pour pouvoir offrir des conditions salariales, des conditions de travail qui sont
concurrente là, avec le reste du continuum en éducation. Il faut vraiment pouvoir avoir l'appui des gouvernements, puis au niveau de la société, de vraiment montrer que les éducatrices sont vraiment, c'est une profession à part entière, au même titre que les autres professionnels qui travaillent soit à l'élémentaire, au secondaire, au post-secondaire. Donc, d'avoir toutes sortes de programmes pour pouvoir offrir des conditions de travail et des salaires concurrentiels pour nos éducatrices sont très, très importants. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, puis je pourrais revenir tout à l'heure après que les autres ont ajouté des choses. Merci, Marie-André. Je vais passer la parole à Patrice maintenant. Merci. Donc, ce que Marie-André a amené par rapport à l'accompagnement, puis en lien avec la grandeur du centre est fondamentale. Puis en même temps, l'endroit où il se trouve milieu rural, milieu urbain. Pour adresser la question là, des stratégies de rétention, je vais m'orienter un peu plus vers le rural parce que des fois, on le met un petit peu de côté. Donc, je vais mettre un petit peu de lumière sur cet aspect-là. Donc, première des choses, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'expertise des territoires canadiens. Donc, les 3 territoires ont déjà plusieurs années d'expérience en termes d'attraction et rétention de la main-d'œuvre parce que pour eux, ça n'a jamais été facile. Donc, ils sont dans cette business-là depuis vraiment un bon nombre d'années. Les milieux ruraux aussi ont un certain degré d'expertise. Le secteur de l'immigration aussi a un autre degré d'expertise. Les entreprises ont une autre lunette aussi, ils ont d'autres stratégies dans lesquelles ils font leurs affaires pour aller chercher justement du personnel puis opérer. Quand j'étais en Alberta, j'ai passé 18 ans là-bas. Et le secteur touristique, juste pour vous dire, au niveau des hôteliers dans le coin de Banff, Jasper, ce qu'il faisait, c'est qu'il offrait même un vélo au personnel étudiant à la mi-été pour être sûr de pouvoir les garder, donc des beaux vélos de montagne. Donc, il y a plein de stratégies sur lesquelles on peut se camper en allant chercher ça dans d'autres secteurs. Donc, par rapport au milieu rural, juste pour vous donner une donnée, je vais prendre des données du Nouveau-Brunswick. 40 de la population du Nouveau-Brunswick est en milieu rural, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 70 de la population francophone est en milieu rural. Donc, la structure du milieu familial est vraiment importante pour donner l'accès aux services à nos familles et à nos enfants et surtout pour assurer la viabilité de nos communautés francophones. Donc, il faut amener les services. Les services de garde des centres éducatifs, c'est vraiment des services de proximité. Donc, c'est important d'apporter les services dans les milieux ruraux. Le milieu familial, avant, n'avait pas accès justement à des rabais. Là, maintenant, on peut leur offrir, grâce au regroupement d'achat, à des rabais. Personnellement, là, je vais prendre mon exemple à moi parce que comme ça, je m'autorise à pouvoir la partager. J'ai 5 enfants, j'ai fait les tests. Donc, Cisco, moi, je reste à Caraquette, j'étais à 3 heures de Moncton. Donc, quand que je commande Cisco, je sauve déjà 6 heures aller-retour. Et en plus, je reçois, dans le fond, l'épicerie à ma porte. Donc, pour le milieu familial, là, il vient déjà de sauver là, 6 heures de route dans mon cas à moi. Puis il y en a plein dans la région où je suis. On vient de réduire les risques d'accident. Je n'ai pas besoin de calculer mon kilométrage sur ma voiture. Puis en plus, pour moi, je viens de me sauver 1 heure de magasinage. Je suis très content par rapport à ça. Puis aussi, on vient de sauver tout le côté administratif par rapport à la gestion des factures. Fait que si on fait un calcul très, très rapide là, pour sauver du temps, mettons qu'on se met mon salaire à 20 $ l'heure, 8 heures, je viens de sauver 160 $ de la commande, un 100 $ à peu près en essence, je viens de sauver 12 % sur mon pain d'épicerie. Fait que là, on commence à faire des sous par rapport à ça. Donc, au total, là, je sauve à peu près 356 $ en argent. Puis en plus, puis ça, c'est la partie la plus importante, je viens de m'ajouter 7 heures de plus avec ma famille, donc du temps de qualité. Au niveau des assurances, aussi rapidement, le milieu familial, là, il y a presque pas d'assurance, pour ne pas dire aucune, qui voulait assurer le milieu familial. Maintenant, avec Cooperator, on peut le faire. Donc, ils ont accès à ça. Ils vont avoir accès aussi aux assurances collectives. Donc, ça va favoriser l'accès par rapport à tout ça. Donc, ceci étant dit, donc Econocoop, c'est ça, on le fait parce qu'on est une entreprise d'économie sociale. Puis, l'autre chose, c'est qu'on veut vraiment avoir un impact social sur les enfants, sur les familles et aussi d'apporter l'argumentaire économique. Donc, c'est vraiment des stratégies qu'on met de l'avant du côté innovant pour vraiment que le milieu familial puisse avoir aussi des outils pour grandir, même si on n'a pas les volumes des centres éducatifs en milieu institutionnel et en milieu urbain. Merci. Et dernier commentaire de Véronique. Là, il va falloir que je fasse vraiment très court. Merci, Patrice. Si je reviens sur les stratégies de rétention, moi, je vais reprendre avec ce avec quoi j'ai commencé,
stratégie de rétention, c'est l'engagement pour mobiliser, retenir le personnel. Ça doit faire du sens, ils doivent avoir l'impression de contribuer à leur travail. Donc là, que ce soit rural ou urbain, Nouveau-Brunswick, n'importe où, impliquer le personnel éducateur dans les décisions, trouver des solutions ensemble aux défis, les consulter, miser sur leurs intérêts, sur leurs forces. Et beaucoup de support, encore une fois, support pour les enfants avec les besoins. C'est les mêmes revendications qu'on a entendues dans les écoles. Vous savez qu'on a failli être en grève cette semaine. Les écoles revendiquent pour du personnel de support, mais ils en ont pas beaucoup, mais nous, on n'en a pas du tout. Donc, on part vraiment de loin. On a des enfants de préscolaire, 3-4 ans, il n'y a pas de personnel de support pour travailler avec ces enfants-là, comme on peut retrouver dans les écoles. Donc, oui, les incitatifs financiers, oui, un salaire décent, qui, encore une fois, l'accord, par exemple, en Ontario, je ne suis pas assez connaissante des autres provinces, mais l'accord, il prévoit une hausse de salaire seulement pour le personnel qualifié. Mais ça, ce n'est pas la réalité de nos centres de garde aujourd'hui. Ce n'est pas tout du personnel qualifié. Mais la hausse de salaire, elle ne prend pas du tout en compte le personnel qui est non qualifié. Donc, au-delà du salaire aussi, des journées de repos, des pauses rémunérées. Donc, vraiment revenir à l'aspect économique, comme Patrice disait. Puis ma conclusion, c'est vraiment de ramener le plaisir de travailler ensemble pour les enfants. Le personnel, il ne quitte pas la profession parce qu'il n'aime plus travailler avec les enfants. Au contraire, leur motivation, quand on leur demande pourquoi vous restez, la chose numéro 1 qu'ils vont dire, c'est on reste pour les enfants, parce qu'on est là pour eux, mais ils quittent à cause des conditions de travail. Donc, la toute première question, Suzanne, que tu as demandé, c'est pourquoi parler conditions de travail quand on parle de valorisation? Bien, ça passe au départ par des conditions de travail acceptables pour tout le monde. Oui, excellent. Merci, Véronique. Donc, on arrive à la fin des questions qu'on avait préparées. J'ai vu que je vais passer aux questions qui ont passé un peu dans le clavardage, mais une des questions qui a passé est dirigée pour Véronique. C'est plutôt, est-ce que Véronique pourra, s'il vous plaît, répéter les 4 éléments au tableau de bord? Vous aviez mentionné 4 éléments. Est-ce que vous pourriez répéter ça, je pense, pour... Oui, recrutement, rétention, valorisation et climat de travail. Il y aura des indicateurs dans chaque catégorie pour faire vraiment une image de où en est l'organisation. Très bien, merci. Puis je vois une autre question ici. Dans quelle mesure le logement constitue un enjeu dans le recrutement, la rétention et les conditions de travail des éducatrices? Est-ce que j'ouvre la question à n'importe qui voudra commencer cette discussion-là? Marie-André, oui, c'est ça, je peux bien y aller. Oui, vas-y, Marie-André. C'est un très gros enjeu en Colombie-Britannique parce qu'il y a plusieurs régions pour lesquelles c'est difficile de recruter du personnel en garderie à cause du logement. Je pense à Kelowna, à Victoria, à Vancouver. Puis même dans certaines de ces régions-là, où il y avait un certain nombre d'éducatrices, souvent elles déménagent, puis elles quittent pas la profession, mais elles quittent pour une autre région. Puis la raison qu'ils nous donnent, c'est vraiment le logement. Malheureusement, c'est ça, la Colombie-Britannique a les 4 plus grosses, les villes les plus chères au pays pour le logement. Là, parmi les 10 villes au pays où le logement est le plus cher, il y en a 4 qui se trouvent en Colombie-Britannique. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur. Puis, on sait que de façon générale, le personnel des garderies n'ont pas nécessairement des revenus très, très, très élevés. Donc, ça fait en sorte que c'est un enjeu majeur pour nous. Puis, on n'a pas encore trouvé, malheureusement, la solution ou des pistes de solutions. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est économique, c'est quelque chose qui est plus grand que le centre en lui-même. Donc, c'est ça. Mais oui, effectivement, c'est un enjeu majeur chez nous. Puis ça freine non seulement le développement de nouvelles garderies, mais ça freine aussi même, il y a des enjeux de fermeture de garderies par manque de personnel à cause du logement. Oui, c'est certainement un enjeu. Oui, je voulais juste dire que c'est un enjeu. Véronique, vas-y. Oui. C'était juste pour ajouter un enjeu secondaire à l'enjeu du logement, c'est l'enjeu du transport. Puis c'est
pas nécessairement une conséquence du logement, mais c'est un enjeu qui va comme parfois ensemble. Oui. Puis ça, nous, dans le sud de l'Ontario, c'est vraiment l'enjeu du transport parce qu'il n'y a pas de transport. Puis même s'ils se trouvent un logement, ils n'ont pas le transport pour se rendre à la garderie. Oui, absolument. Bon, je regarde l'heure, je pense qu'on on arrive à la fin. Je vous remercie vraiment d'être là. Je remercie les centaines de personnes qui ont été à l'écoute. Puis un grand merci à les 3 panélistes, à Patrice, à Véronique, à Marie-André, qui ont su répondre bien les questions, vos commentaires, le partage de vos connaissances sur un sujet qui est super important et que je pense qui préoccupe beaucoup de personnes à la largeur de notre pays. Donc, merci beaucoup. Et je vais passer la parole maintenant à Gabriel Robichaud, qui est l'animateur pour la conclusion de la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Suzanne. Merci aussi à tes panélistes, Marie-André Asselin, Véronique Emery et Patrice Gauthier. Alors, pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, ou qui se sont joints à nous au cours de la journée, je m'appelle Gabriel Robichaud et je vous accompagne tout au long du symposium pour vous diriger vers les diverses activités qu'on vous a préparées. Eh bien, on l'a vu, on l'a entendu, les conditions de travail satisfaisantes sont un moyen indispensable de valoriser la profession. Alors, continuez à réagir, à poser vos questions dans le clavardage. Je vous invite aussi à utiliser le mot-clic #symposium petite enfance, petite avec un P majuscule et enfance avec un E majuscule dans les médias sociaux. Nous sommes vraiment nombreux comme participantes, comme participants pour faire rayonner ce symposium. Alors, merci de prendre le temps de gazouiller ou d'aimer ou partager les publications de l'ACUFC et de ses partenaires. C'est super important pour nous. Faites-vous entendre, faites-vous voir et faisons du bruit. Demain, 2e journée du symposium, on se donne rendez-vous pour les ateliers en lien avec la formation en petite enfance. On va y aborder les meilleures pratiques de la valorisation et de la formation, et des programmes d'études, les ingrédients clés de la formation en contexte de professionnalisation et l'intégration professionnelle des personnes formées à l'étranger. Branchez-vous tôt pour ne pas manquer nos vidéos d'introduction aux ateliers. Merci beaucoup. Bonne fin de première journée et à demain.